Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio. Le Grand Dialogue. Communautaire à Mopti, les acteurs sont-ils suffisamment impliqués? En plus des attaques djihadistes, la région de Mopti fait aussi face à des conflits intercommunautaires depuis des années. Des centaines de morts et des milliers de déplacés sont enregistrés dans la zone. Qu'est-ce qui explique ce conflit entre les communautés? Quelle analyse des mesures prises pour y faire face? Les vrais acteurs sont-ils impliqués dans le processus? Le grand dialogue de Studio Tamani est délocalisé dans la région de Mopti en direct de la radio Kaouram, une des radios partenaires de Studio Tamani. Nos invités, Karanta Diawara, directeur de cabinet du gouverneur de la région de Mopti, Ali Campo, spécialiste de questions sécuritaires, membre de l'équipe d'appui à la réconciliation nationale, Amsala Bokoum, coordinateur régional de Tapital Boulakou, Anessa Dara, président de l'antenne de Sévaré de Dina Dogon. Je suis Imrana Kilo Amaïga, auditeur, invité, téléspectateur. Bonsoir et bienvenue. Le Grand Dialogue. Monsieur Campo, quelle analyse peut-on faire de la situation sécuritaire de la région de Mopti? Bonjour à vos téléspectateurs, à vos auditeurs. En tant que chef de l'équipe régionale d'appui à la réconciliation, l'analyse que nous faisons de cette situation, c'est une situation alarmante. À la limite, nous sommes en situation de détresse. Parce que lorsque les communautés, lorsque les différents acteurs privilégient la violence, les conflits intercommunautaires au détriment du dialogue, forcément on peut dire que c'est une situation assez préoccupante et nous devons chacun, en tant qu'acteur, en tant que concitoyen, œuvrer au retour de la paix. Donc par rapport à cette situation, je m'en vais vous dire, depuis la crise politico-sécuritaire de 2012, la région de Mopti est aujourd'hui transformée en ce qu'on appelle l'épicentre de la violence au centre. Et tous les cercles, le plateau d'Ogon, le Seno, le Delta, le Djeneri, sont aujourd'hui l'objet, en tout cas, de violences et d'affrontements intercommunautaires. Vous savez, à l'analyse, au départ, on peut croire que c'est un conflit qui a trait à l'exploitation des ressources naturelles. Il s'agit des ressources herbacées, des ressources fauniques, des ressources halieutiques. Mais au-delà de cela vient se greffer un conflit à connotation idéologique, religieuse. Et là où nous assistons à la naissance d'une certaine approche religieuse contraire à ce qu'on a connu dans la région de Mopti, qui est un islam tolérant. Parce qu'on dit souvent le sanctuaire de la connaissance de la religion, c'est Tombouctou Djéné. Si nous avons une autre idéologie qui vient aujourd'hui régenter ces groupes armés qui prônent la charia, l'application d'une certaine norme religieuse que nous ne connaissons pas dans notre pays, ceci fortement appelle à la résilience des populations. Sait-on déjà pourquoi la crise s'est installée, s'est déplacée du nord au centre? Absolument, vous savez, après l'invasion des groupes terroristes jusqu'à Douanza, parce qu'avant c'était Kidal, Tombouctou, Gao, quand il y a eu vraiment, il faut l'appeler comme ça, l'effondrement de l'État, eh bien, ces groupes sont arrivés jusqu'à la lisière de Mopti parce qu'ils sont à 200 km à Douanza. Donc, c'est tenant d'une certaine idéologie régentée par Hakimi et l'islam au Sahel, eh bien, ont déjà fomenté une certaine conception de notre vivre ensemble et en prônant la charia et en formant militairement des gens et qui, eux, ont pris les armes contre certaines communautés, ici avec l'appui de certaines formations telles que le Moujao. On va arriver au conflit communautaire. Voilà. Monsieur Bokoum, quelle lecture faites-vous de la situation sécuritaire de la région de Mopti?
Bien, bonjour à vous, bonjour aussi à tous ceux qui nous suivent. Il est bon, dans le contexte actuel, de s'incliner devant la mémoire de tous les patriotes disparus. Alors, la question que vous me posez, à notre sens, l'insécurité, c'était plus ou moins prévisible. Nous, au niveau du Tabital Poulakou, depuis un certain temps, on voyait venir cette insécurité. Parce que, en tenant compte, en fait, Campo a parlé des ressources naturelles. Le fond, c'est ça. C'est au début, chacun veut s'accaparer des ressources naturelles. Et le foncier, vous le savez, il est très mal réglé par toutes les parties prenantes. Il est très mal réglé. Alors, si déjà avec les ressources naturelles qui se raréfient, changement climatique, si les problèmes fonciers sont mal réglés, il va sans dire qu'il y a beaucoup de frustration. Et depuis très longtemps, les sages du delta disaient quoi? Que le delta, c'est une poudrière. Il suffit de peu pour que ça éclate. Ça, c'est connu. Alors, dès lors, il fallait effectivement s'attendre à ce qui est arrivé. Donc, tout ceci, c'est pour dire que, parce que quand moi je parle de delta, je parle des deux flancs. Le delta, zone inondée, et le delta mort. Parce que c'est deux zones écologiques qui sont complémentaires. Alors, donc, voilà un terreau fertile avec les événements du Nord aidant. Ça a pris des allures. Quelle lecture faites-vous également de cette situation sécuritaire dans la région de Mopti? Est-ce que vous avez la même lecture? Merci à vous. Bonjour, chers téléspectateurs. Bonjour, chers auditeurs. Pour rebondir sur votre question, qui ressemble beaucoup à celle posée à mon collègue de Taptat Poulakou, le pays d'Ogon, comme à l'accoutumée, est un havre de paix. La vraie préoccupation du pays d'Ogon, comme vous le savez, c'est l'agriculture, l'élevage et surtout les produits touristiques. À partir de 2010, si mes souvenirs sont exacts, une bande rouge a été tracée sur la région de Mopti à cause des questions sécuritaires, arrêtant du coup le tourisme. Donc cela a mis dans la rue bon nombre d'acteurs qui vivaient de ce secteur de l'économie nationale. Donc il a fallu qu'à un moment, le problème éclate au nord de notre pays. Ça s'est métastasé sous le couvert d'un islam que tantôt mes camarades ont fait l'analyse. Cela a abouti, comme vous le savez, en 2013, au drame de Konna. Donc avant d'en être là, tous ces acteurs-là ont prêté leur service au niveau venu, qui étaient des narcotrafiquants, des terroristes. Et chacun voulant poser des actes à partir desquels on pouvait comme juger de leur appartenance, ont commencé à s'attaquer aux services sociaux de base, ont commencé à s'attaquer aux élus. Ils ont commencé à s'attaquer à des personnes de ressources, comme par exemple des porteurs d'armes traditionnels comme les chasseurs, et à la chefferie traditionnelle, voire même des leaders religieux qui n'avaient pas les mêmes aspirations qu'eux. Et c'est là, alors, puisque à la lecture, pour le commun des mortels, c'est telle ethnie qui est en majorité intégrée dans tel mouvement, alors il a fallu de peu pour que les gens transforment
ce conflit que nous parlons de conflit religieux en conflit intercommunautaire et de boucle en boucle à partir de Koro, Douanza, Bankas, Boyangara et aujourd'hui l'insécurité est à la porte de Mopti. Cette insécurité est visible comme ça a été évoqué tout à l'heure par beaucoup. Merci. Je voudrais commencer par saluer vos auditeurs et téléspectateurs qui nous suivent maintenant en direct à partir du studio Tamani et sa radio partenaire. Nous sommes très heureux de participer à cette émission qui nous donne l'occasion. L'avant-goût a été donné par Campo, Amsala et Agnesa, qui nous donne l'occasion de nous expliquer et de donner les informations et des détails aux populations maliennes et à l'opinion publique internationale par rapport à la crise malienne, singulièrement la crise du centre. L'insécurité, ça ne date pas d'aujourd'hui. Vous l'avez dit, c'est la conséquence de l'invasion du nord du Mali en 2012 par le Mouvement national de libération de l'Azawad. Ça a suivi l'occupation des régions du nord. Et dans cette région, sur l'instruction du président de la République de l'époque, il avait été recommandé au gouverneur de la région du Mopti d'organiser des forums depuis le niveau commune jusqu'au niveau régional. Les phases arrondissement et cercle ont été organisées entre février et mars 2019. Malheureusement, la phase régionale n'a pas pu se tenir parce que vu l'aggravation de la situation sécuritaire et vu la crise politique qui est survenue dans le pays. Donc, les populations avaient fait les diagnostics de la crise, ses causes, ses conséquences, ses manifestations. Une des causes soulevées par certains intervenants dans certains arrondissements, c'était justement la mauvaise gestion de la libération des régions du Nord, singulièrement le cercle de... Donc vous confirmez que les autorités n'ont pas su gérer la crise du Nord. Je viens, donc je dis la libération de Kona, ça a été dit par beaucoup d'acteurs lors de ces forums. La libération de Kona, la suite n'a pas été bien gérée ni sur le plan militaire ni sur le plan administratif et politique. Et la libération des Douanza. Parce qu'on l'oublie très souvent, je le précise pourquoi, parce que les gens pensent seulement que c'est Kidal, Tomtou et Gao qui avaient été occupés. Le commun des Maliens et même l'opinion internationale ignorent un peu la réalité complexe de l'occupation des régions du Nord. Les gens avaient leurs plans. Les plans étaient mûris parce qu'on avait occupé et Douanzan et Kona. Donc, ce qui fait que quand vous voyez même la manifestation de la crise, l'ampleur de l'incrustation des djihadistes, des terroristes, c'est surtout Boni, c'est surtout Boulekessi, c'est la zone de Kona et puis un peu la zone de Youarou, l'arrondissement de Sa, l'arrondissement de Gachilumo. Et ça, c'était depuis 2011-2012 que ces localités étaient en proie à la crise, mais on parle toujours Gao, Tomtou et Kidal. Donc cet aspect aussi doit entrer dans l'analyse. Dans la libération de Kona, les suites de la libération de Kona, tout le monde est resté dans l'euphorie générale. On a libéré Kona, mais on a mal géré. Pourquoi? Parce que les gens, pourtant, ils avaient l'État, les gouvernements, les communautés nous-mêmes, les administrateurs, tous les services publics. Pourquoi? Parce que tout le monde le disait, on a libéré Kona. Et pourtant, les gens, ils avaient averti, ils ont dit qu'ils ont installé des cellules dormantes. Mais pratiquement aucun acteur n'a fait attention. Qui a fait Oui, les chefs terroristes là même, ils l'ont dit. Ils ont l'habitude de le dire, qu'ils ont installé, ils sont partis certes, mais ils ont installé des cellules dormantes. Et malheureusement, personne n'a fait attention à ces petites phrases-là. Et ce sont ces cellules dormantes-là qui ont fait que quand ils ont décidé de déployer leur stratégie d'occupation du centre, de basculement de l'insécurité du nord au centre, on a été tous surpris de la rapidité et de l'ampleur de la présence des groupes armés terroristes dans la région du Mopti, parce que les cellules dormantes avaient travaillé au corps, si je puis m'exprimer ainsi, nos populations. Donc, ça c'est un facteur, une cause de la crise au centre du Mali, la mauvaise gestion, parce que même sur le plan militaire, on n'a pas nettoyé
de Kona jusqu'à Kidal. Et vous voyez même l'opération Serval, on a sauté, on est allé à Kidal. Et il y a eu tout l'épisode dont on parle très souvent, que l'armée malienne a été obligée de rester à Nifis. Donc ça veut dire qu'on était pressé de proclamer qu'on a libéré les régions du Nord, c'est-à-dire la victoire politique était plus importante que les aspects militaires et sociologiques. Donc ça, c'est un des facteurs qui explique que la crise a basculé au centre du Mopti. L'autre facteur, les gens l'ont dit, c'est l'accès et la gestion des ressources naturelles. Et là aussi, les prémices étaient là. Les racines sont anciennes dans la région, comme Amsala l'a dit, parce que moi, j'ai eu la chance, j'ai commencé ma carrière administrative dans la région de Mopti. Je suis chef d'arrondissement de Dinanguru, de Djungani, de Kenje. Je sais quels sont les rapports, quels sont les problèmes entre les communautés par rapport aux ressources naturelles, la terre, l'eau, les arbres. Donc il y a des vrais problèmes profonds dans cette région de Mopti liés aux coutumes, aux traditions, liés à ce qu'on appelle l'esclavage ou la captivité. C'est vrai qu'officiellement, depuis les années 60, on a supprimé l'esclavage au Mali, mais les survivants sont restés. Et donc cela a une prégnance sur la gestion et l'exploitation des ressources naturelles. Donc ça, c'est un des facteurs. L'autre facteur, c'est lié à des problèmes de gouvernance. Ça, on le dit aujourd'hui, tout le monde le dit, le Mali, tout le monde l'écrit. Sur tous les toits, depuis la conférence d'entente nationale de 2017 jusqu'au dialogue national inclusif, on a dit les gros problèmes du Mali, c'est la gouvernance. Et la gouvernance dans cette région était connue, liée à la gestion des ressources naturelles, et surtout à la gestion de la transhumance, c'est-à-dire la traversée des animaux de Diafarabé, les Djaral et les Dégal. Donc ça, on le sait, la justice, il y avait des problèmes de distribution de la justice dans cette région, il y avait des problèmes d'administration par nous-mêmes, administrateurs civils, certes ce n'était pas tout le monde, mais il y avait quand même des brebis galaises, il y avait des problèmes de comportement des services de sécurité. Donc tous ces facteurs-là ont créé des situations dans la région qui ont fait que les populations en avaient un peu marre, ils avaient des problèmes avec l'État, leurs rapports avec l'État posaient problème. Donc tous ces facteurs cumulés, plus maintenant ils l'ont dit, l'idéologie salafiste, djihadiste, de par l'imposition de la charia, de par la création des katibas, a fait que la région est devenue une On va y poudrière. arriver. Il a affirmé tout à l'heure que des cellules dormantes ont été annoncées. Peut-on parler de négligence de l'État? Bon, il faut dire la passivité de l'État du Mali, il faut appeler comme ça, a été longtemps décriée. C'est-à-dire, on ne réagit pas vite. On ne réagit pas vite, ou même si on réagit mal. Je vais étayer cet argument par des arguments assez solides. Vous savez, dans la région de Mopti, le directeur de cabinet vient de parler des cellules dormantes. Aujourd'hui, on peut parler des cellules en action. Des cellules en action. Dans la région de Mopti, il y a ce qu'on appelle les marcases. Les marcases, si vous voulez, c'est des sortes d'états-majors des groupes terroristes, djihadistes, qui occupent le territoire du delta et bien des zones. L'État a tellement bien compris qu'on a essayé de faire un maillage territorial en mettant des campements militaires depuis le delta jusqu'au Sénon, jusqu'au pays d'Ogon. Aujourd'hui, si vous regardez la carte sécuritaire, le delta, il ne reste plus que Diafarabé, Kouakourou et Konna. Est-ce à dire que l'avenir de Mopti est en péril? Bon, je ne veux pas... J'ai dit qu'on est en situation de détresse. Donc, on est dans une situation précaire en ce qui concerne la stabilité. Le directeur de cabinet vous a parlé de gouvernance.
Eh bien, nous sommes désolés de constater aujourd'hui, malgré qu'on a remplacé les administrateurs civils par des militaires, ils n'occupent pas encore le terrain. C'est dire que le mal est connu. Quand le mal est connu, il faut agir. Il faut agir en mettant l'administration au service du peuple. Les services de base, l'éducation, vous avez plus de 500 à 1000 écoles fermées. Vous avez des populations déplacées. Donc tout ceci donne l'image d'une région un peu dans le domaine de la précarité. Précarité sociale, précarité humaine, précarité alimentaire. Et le plus grand danger, c'est qu'on est en train d'aller dans l'illettrisme. Une région qui a donné suffisamment de cadres, une région qui est citée comme une école en performance. Mais aujourd'hui, toutes ces écoles, en tout cas dont je viens de citer, en tout cas le nombre, ces écoles sont fermées et nous partons tout droit dans l'abîme scolaire. Il faut appeler comme ça. Et j'ai dit, le projet qui était lancé et qui s'est réduit comme peau de chagrin. Nous pensons que les militaires doivent prendre les dispositions qu'il faut, notre État, pour rétablir la paix et la sécurité dans la région de Mopti. Sans quoi la libre circulation des personnes et des biens, ceci demeure simplement un vœu pieux, un mot à moins sens qui aujourd'hui est un peu érodé. Faisons en sorte que le dispositif militaire sécuritaire qui avait été là... Nous allons y arriver aux propositions de solutions. Voilà. Les populations de Mopti savent-elles pourquoi la région est frappée par ce conflit? Nous allons écouter quelques-unes d'entre elles. La crise sécuritaire politique a commencé au nord du Mali, Kidal, Gao, Tombouctou. Mais malheureusement, Mopti s'est retrouvé dans cette situation. On se pose tous la question, on ne sait pas d'où est venu le problème. Tantôt, on pense qu'on a déplacé le problème du nord pour amener au centre pour dissuader un peu les gens. Ce conflit, ça c'est la crise. C'est la crise qui a provoqué ce conflit-là. Sinon, il n'y avait pas ce conflit. Sinon, il y a toujours, par an, il y a de ces conflits entre cultivateurs et éleveurs. Ça fait partie du quotidien malien. Mais jusqu'à éliminer tout un village, vraiment, l'État n'a pas su gérer. On ne sait même pas ce qu'on veut. Si tu veux réclamer quelque chose, tu peux le réclamer officiellement ou officieusement. Ce conflit, personne n'a intérêt à ce conflit. Donc c'est pour dire aux gens de se ressaisir. On était ensemble depuis des décennies. Mais pourquoi on se mêle aujourd'hui dans des faux problèmes? C'est des cohabitants, des années, des décennies. Paf, au bout des années seulement, on voit que les deux ethnies se confrontent. Donc moi, je ne vois pas pourquoi ils se bagarrent. Ça n'a pas d'importance. Conflit intercommunautaire, de quoi s'agit-il concrètement, M. Bokoum? Eh bien, moi je pense que le directeur de cabinet du gouverneur a été très honnête. Il s'est remis en cause. C'est vrai, c'est devant l'évidence. Il faut avouer certaines choses. Et moi, je l'avais dit tantôt, que administrer, c'est prévenir. On n'a pas su anticiper. Si on avait anticipé, on n'allait pas en venir là. Ou au moins, les effets seraient vraiment suffisamment minimisés. Je veux dire que si tout le monde s'était mis ensemble et de bonne foi pour faire des pourparlers, parce que c'est ça aussi, quand on voit une chose venir, il y a beaucoup d'approches. Chacun a son approche. Donc vous voyez déjà ce conflit qui venait entre les deux communautés? Même intracommunautaire. Même intracommunautaire. On vous a parlé Qu'est-ce qui serait à l'origine? C'est la mauvaise gestion du foncier, c'est la malgouvernance, c'est les ressources naturelles. Chacun veut s'accaparer des ressources naturelles à son profit, alors que le changement climatique est là, il est évident. Et si vous vous souvenez, vous avez parlé de 2014, effectivement la crise même s'est exacerbée aux alentours de 2014, avec le problème de Sari. Sari, c'est dans le cercle de Koro. Le problème de Sari, c'est ça, c'est les terres. Donc il y a eu entre les Peuls et les Dogons des risques. Finalement, les Peuls ont quitté. Et certains se sont retrouvés au Burkina Faso, d'autres se sont retrouvés à Koroville, ainsi de suite.
Et c'est là qu'il fallait prendre le taureau par les cornes. Je me rappelle encore, Dina Dogon et Tabtel Poulakou se sont mis ensemble, n'est-ce pas, pour aller régler le problème à Dina Ougourou par rapport à ce problème de Sari. Donc vous confirmez que c'est un conflit entre Peul et Dogon? Bon, ce n'est pas que... Il y a des conflits entre Peul et Dogon, il y a des conflits entre... même Peul, il y a des conflits entre... C'est des conflits intercommunautaires et souvent même intracommunautaires. La question est un peu compliquée, mais en tous les cas, je dis, et je le répète, c'est parce que tout le monde n'a pas su prendre le taureau par les cornes au début. On n'a pas suivi, n'est-ce pas, certaines recommandations de certaines associations comme Tabtel Poulakou et Dina Dogon. On l'aurait fait, on allait pouvoir, n'est-ce pas, minimiser les dégâts. Parce qu'à partir de Seri, il y a eu Danfagala. À Danfagala, nous y sommes rendus à Danfagala, sans nous faire, n'est-ce pas, escorter par qui que ce soit. Et quand nous sommes revenus, nous avons saisi le gouverneur, nous avons dit qu'on a obtenu l'essentiel, le cessez-le-feu. Mais ce qui reste, c'est peut-être le suivi. Et l'autre maillon qu'il ne faut pas négliger, c'est l'administration. Parce que c'est l'administration qui doit aussi être là-bas. Si l'État n'est pas là-bas, tout peut dégénérer. Effectivement, je sais qu'il n'est pas de mauvaise foi, mais peut-être qu'à l'impossible, nul n'est tenu. Il n'a pas pu, n'est-ce pas, faire admettre ça à ses supérieurs. Et effectivement, quelques jours après, alors ce qui devait arriver est arrivé. Et tout est parti de là. Père, pour que cette situation-là cesse. Bon, je pense qu'une fois que Tabtel Poulakou a parlé, Dina Dogon suit. Parce qu'en tant que Dina Dogon, nous n'avons jamais travaillé de façon solitaire. Nous avons toujours travaillé ensemble, main à main, avec le Tabtel Poulakou. Ceci dit, pourquoi nous travaillons ensemble? Parce que le territoire occupé par la communauté Dogon est également le territoire qu'occupe la communauté Peul. Donc, nous sommes obligés de gérer les problèmes ensemble. Mais, qu'à cela ne tienne, il y a certaines situations qui ont fait que les deux communautés n'ont pas pu circonscrire le mal à temps. Parce que chacun accusait l'autre de vouloir vraiment... Mais dans ce processus de réconciliation, est-ce que les vrais acteurs sont impliqués? Bon, les vrais acteurs, nous tentons de les impliquer. Les vrais acteurs, c'est qui? Les vrais acteurs, c'est les leaders communautaires. Les vrais acteurs, c'est ça. Ceux-là qui, pensant qu'ils ont été victimes d'attaques, ont cru devoir s'armer. Quand bien même qu'on sait que l'arme... Est-ce que ces leaders communautaires peuvent répondre à la place de ceux qui ont les armes? Bon, les leaders communautaires, chacun joue sa partition. Chacun joue sa partition. Je pense que les leaders, nous, en tant que Dina Dogon existe depuis 1990 à la lumière du mouvement démocratique. Or, les mouvements armés que nous connaissons maintenant datent de 2016. Donc, nous n'avons pas exactement les mêmes chronogrammes, nous n'avons pas les mêmes préoccupations, mais qu'à cela ne tienne, nous sommes obligés souvent de travailler avec eux pour leur faire comprendre que nous, dans notre logique, ce n'est pas la confrontation armée qui peut porter fruit, mais plutôt le dialogue. Quand les gens se retrouvent et qu'on prenne en compte les préoccupations des uns et les autres, le problème peut trouver sa solution. Est-ce que dans ce processus-là, les chefs de guerre de différentes communautés sont impliqués dans ce processus-là? Les chefs de guerre ont été impliqués. Pourquoi? J'ai assisté personnellement, au nom du Dina Dogon, à la signature de 2 protocoles de cessez-le-feu. Mais, comme on le dit, alors quand on fait une analyse qui n'est pas tellement approfondie de la situation, les gens ont cru que, beaucoup ont cru que alors, leur problème vient de l'autre. C'est pourquoi on n'a pas compris ce qui s'est passé. Sinon, nous... Concrètement, qu'est-ce qui est écrit dans ces pactes-là? Dans le pacte, il a dit que les groupes d'autodéfense déposaient les armes et qu'à partir de la date de signature, ils n'allaient pas mener des attaques nulle part. C'est ce qui était mal. Mais, comme on le dit très souvent, tant que votre poursuivant continue à courir, il n'a pas de place pour vous de vous arrêter.
Et c'est ce qui nous a conduits là où nous sommes aujourd'hui. Jusqu'à quel niveau le gouvernorat est-il impliqué dans le rétablissement de la sécurité? Merci, mais avant, je voudrais un peu revenir sur les causes, les faits générateurs Amsala pour abonder dans le même sens que Amsala. C'est-à-dire, on parle, les gens sont étonnés comment les conflits ont pu quitter le nord pour s'installer au centre et à Mopti surtout, comment les conflits communautaires, intercommunautaires Pile de Gon est arrivé, je l'ai dit. Il y a des facteurs socio-culturels et religieux anciens, il y a des problèmes de gouvernance, il y a la mauvaise gestion de la libération du Kona, mais Amsala l'a dit, il y a eu deux faits, comme on a dit, deux facteurs générateurs contemporains. C'est en 2012, la crise dans le village Pelle de Sari de l'arrondissement de Dinangourou, qui n'a pas aussi été bien gérée parce que les Pelle de Sari étaient obligés de s'exiler au Burkina. Et qu'est-ce qui est arrivé? Ce micro-trottoir que nous venons d'écouter, certains disent que c'est un faux problème. Non, pourtant, non. Bon, c'est ça le problème. Il a dit, quand on dit une analyse superficielle, on ne peut pas toucher le fond du problème, donc on passe comme ça. Non, parce qu'on l'a dit, il faut que les Maliens aient le temps qu'on se dise les vérités, les yeux dans les yeux. Amsala l'a dit, et c'est même dans l'accord d'Alger, peut-être on va y venir, on a dit, les mettre sincèrement et de bonne foi. Et c'est ce qui manque dans ce pays-là, dans tous ces conflits-là. J'ai dit, Sari, ce n'est pas un faux problème. Je connais, j'ai été chef d'arrondissement, je l'ai dit, de Dinangourou. Sari, c'est un village de Dinangourou. Donc, quand il y a eu ce conflit entre les deux quartiers de Dogon et Pelle de Sari, qu'est-ce qui est arrivé? Une partie des Dogon, des villages Dogon de Dinangourou ont pris fait et cause pour leurs congénères Dogon du quartier Dogon de Sari. Même comportement de la part des Pelle, des villages Pelle de Dinangourou par rapport à leurs parents Pelle de Sari. Donc les gens se sont exilés au Burkina. Je crois qu'à l'époque, le gouverneur, c'était Camara, il est même parti. Qu'est-ce qui fait que le terrain n'est pas occupé par les militaires qui ont remplacé les administrateurs civils, comme Bokoum l'a annoncé? On va clore ce chapitre-là d'abord, après je vais vous répondre. Donc ça a été mal géré. Après le deuxième fait générateur des conflits intercommunautaires, ça c'est mon analyse, hein, c'est le problème de Tolodje, les hameaux de Tolodje, où le maître chasseur Suleiman Guino a été assassiné devant son propre fils au marché. Tolodje, c'est un hameau du Gondo Oburu Dogon de Djankabou, mais qui sont installés sur les terres des Ngaoudje de Tanfadala, qui sont des villages de Dinangourou. C'est pour ça que je dis la connexion, la coexistence, les problèmes fonciers, là, si on les évacue facilement, donc ces problèmes aussi n'ont pas été bien gérés. Et c'est ce qui a fait qu'il y a eu antagonisme et maintenant les deux communautés se sont braquées les unes contre les autres. Ça c'est un des facteurs, je ne dis pas que c'est ça qui explique tout, mais ça aussi la mauvaise gestion, il a dit, ils sont allés là-bas, on a trouvé un terrain d'entente, mais il était dit quoi? Et lui il vient de le dire dans les accords de cesser les femmes, les communautés, on a dit, les communautés déposent les armes, il y a, comme on le dit, l'une n'attaque plus l'autre, mais l'État devrait en ce moment et l'armée occuper les services de sécurité, occuper les terrains pour s'interposer entre les communautés. C'est ce qui ne se fait pas jusqu'à aujourd'hui. C'est ça le drame dans cette situation. Bon, c'est vrai, on peut le dire, l'armée avait des problèmes d'effectifs, mais de 2013-2012 à maintenant, j'ai dit quand même, on a eu suffisamment de temps pour pouvoir former suffisamment de militaires, de policiers, de gendarmes, de gardes pour occuper le terrain. Donc on n'a pas intérêt à ce que ce conflit-là finisse? Mais c'est ce que j'ai pour qu'on le finisse, il faut qu'on recrute massivement des hommes, comme militaires, comme policiers, comme gendarmes, comme gardes. Comme on l'a dit, en rase campagne et dans les villes, les services de sécurité doivent être déployés, l'armée doit être dans la campagne. C'est cette stratégie-là qu'il faut mener maintenant. Il faut que vraiment que l'armée soit étoffée. Mais comme vous l'avez dit, ça c'est les solutions. On n'était pas arrivé à là-bas. On était à la genèse et à la manifestation des conflits intercommunautaires dans la région. Sinon, les solutions, on va en venir. Alors, quel est le rôle du gouvernorat dans le processus du rétablissement de la paix? Voilà. Donc, ce rôle est important. Je l'ai dit, en son temps, le président Ibeka avait instruit le gouverneur d'organiser un forum régional. Lui-même, il viendrait pour le forum régional. J'ai dit, on a fait les phases communes, arrondissement jusqu'au niveau cercle, et ça coïncidait. La clôture même du forum de Bankas est tombée le jour de l'attaque de Ogosabou Pelle.
Donc depuis lors, il y a eu problème parce que l'État même était un peu désorganisé. Le gouvernement même était un peu désorganisé. Donc il y a une sorte de léthargie de crise. Donc on a un peu mis la pédale douce. Donc Sur vous avez ces les forums, milliers à Bamako? non, ce n'est pas ça. Parce que non, l'insécurité a été en train de gagner tous les pays de Grand. Donc dans ces conditions, il était difficile d'organiser des forums parce que les gens, même pour se déplacer, pour venir à ces forums, il y a problème. Il faut assurer leur sécurité. Et ça, je l'ai dit, on n'a pas les effectifs pour ça. Donc c'est pour cela qu'on a dit, on va temporiser par rapport au forum, mais maintenant, mener des actions de cohésion sociale, de solidarité, pour que la paix puisse revenir. Quand maintenant la situation sera un peu stabilisée, on va reprendre le processus du dialogue. L'organisation des forums peut-elle amener la paix dans une région comme Mopti? Ok, merci. Alors, donc je dis que c'est une approche, un mécanisme pour atteindre des objectifs de paix, de stabilité et surtout de réconciliation. Mais je dis aujourd'hui, comme le dit Monseigneur Luc Sangaré, en toute chose, il faut dire la vérité et agir en vérité. Plusieurs forums ont été annoncés, ont été exécutés, que ce soit à Koro, Bankas, que ce soit à Djéné, que ce soit à Somadougou, que ce soit à Mopti. Mais nous, moi, dans mon fort intérieur, je ne crois pas que le centre fait l'objet de grandes décisions. Pourquoi? Si nous voyons les organes de décision, c'est-à-dire en politique, on appelle le centre, c'est-à-dire Bamako. Même aujourd'hui, la question du centre est traitée comme une question mineure. Ce qui intéresse les hommes politiques, qui n'ont jamais cessé d'acculer, de harceler les pouvoirs, c'est l'organisation des élections. Comment vous allez organiser des élections dans des zones sous, je dis, occupation ou sous menace, où les populations sont assujetties à des conditions de la charia, port de voile, fermeture d'école. Vous savez, on peut citer comme on veut, et pour eux, comment terminer une phase, même si c'est la transition, faire des élections tout de suite, accéder au pouvoir, aux délices du pouvoir. Donc pour nous, au centre ici, tant que la nation ne va pas analyser très sérieusement cet état de fait qui risque d'amener l'effondrement total de l'État, je pense que parler d'élection en ce moment, parler de ceci ou de cela, pour moi, c'est vraiment pas très honnête, ce n'est pas approprié. Il faut que les hommes politiques et les centres pensent, les centres, je vais parler de Bamako, qu'il faut d'abord nettoyer sa maison. Que les hommes se sentent libres de leur action, de leurs mouvements et de leurs décisions pour aller vers ça. Sinon, on a beau à tenir des dialogues, il y a beaucoup à Bamako là-bas qui tirent sur les ficelles, qui rejettent ceux qui sont sur le terrain, qui nous empêchent de prendre des décisions très honnêtes. Voilà, moi je dis, j'en appelle, je profite de votre micro, pour dire que la question du centre, la libération du centre, doit être une question majeure, une question de grande préoccupation pour que demain, tout ce dont le Mali aspire, libre exercice du pouvoir, la démocratie, la gouvernance, tant que nous serons sous domination, on ne pourra pas atteindre ces objectifs-là. Quelle est la responsabilité de chaque communauté au respect de ces accords? Bon, moi je vais un peu, excusez-moi, je vais rebondir par rapport à une question que vous avez posée. Est-ce que les vrais acteurs sont impliqués? Je vais dire que pour impliquer les vrais acteurs, quelqu'un qui est armé, n'est-ce pas? S'il faut parler, il faut savoir le convoquer. On ne peut pas le convoquer. On ne peut pas lui dire viens et il va venir. Ce n'est pas comme ça. Il faut aller vers lui. Il y a une approche pour qu'il vienne. Ça, c'est important. Il y a une deuxième chose.
c'est que souvent les gens... Donc vous ne partez pas ce jeu? Pardon? Vous ne partez pas ce jeu quand vous organisez vos forums? Non, quand il y a un forum, nous, peut-être nous, tel ou bien les communautés, on ne maîtrise pas. Il y a l'État aussi. L'État a son mot à dire, n'est-ce pas? Et je dis aussi, souvent, dans des trucs comme ça qu'on organise, eh bien, il y a des gens qui viennent déjà demander à ce qu'ils participent eux-mêmes. N'est-ce pas? C'est un peu du lobbying que certains font pour leur image politique ou pour leur je ne sais pas quoi. On n'a pas assez de temps. Comment établir la paix alors dans cette région à Mopti? Eh bien, pour établir la paix, il faut d'abord partir du principe que sans la paix, rien n'est utile. Ça, c'est clair. Donc, je pense que tout le monde, c'est ensemble, Djina Dogon, Tabital Poulakou, gouvernement, ERA, et tous les démembrements de la société civile doivent être debout, se remettre en cause. Parce que c'est ça, c'est encore la gouvernance. D'accord. Au regard de l'échec des initiatives locales, quelle réponse envisager pour rétablir la sécurité dans le centre? Bon, merci. Je ne dirais pas échec. Parce que la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui est meilleure à la situation de 2014. Il faut être honnête. En 2018, le chef de l'équipe régionale est là. Nous avons eu à engager une mission sur Koro, sur Bankas, Bayangara et Mopti, sur les zones les plus chaudes de la région. Alors, qu'est-ce que ça nous a donné? Au début, outre Koro, les autres avaient cru que ça, c'est une affaire de Koro. Chez nous, ici, la paix est sauvegardée. Mais malheureusement, l'insécurité a gagné tous les autres cercles qui n'avaient pas connu l'insécurité. Et les partenaires, comme l'aménagement à travers les affaires civiles et puis les autres ONG qui œuvrent dans le domaine de la cohésion sociale, alors sont descendus sur le terrain, prendre langue avec les communautés, prendre langue avec les acteurs armés dont vous parlez, qui pouvaient être contactés à temps utile pour parler. Dieu merci, aujourd'hui, là où je vous parle, ça fait 8 mois qu'il n'y a pas eu une seule attaque à Koro. Il n'y a pas eu mort d'homme. Les routes sont libres, les marchés sont fréquentés par les deux communautés. Comment dirais-je, les activités traditionnelles ont commencé à reprendre. On va donner la parole au gouvernorat. Maintenant que la région de Mopti est scindée en 3 régions, comment est-ce que vous comptez faire face à cette insécurité? Merci. Comme solution d'abord, après je vais répondre à cette dernière question. Comme solution, vous avez posé la question. Je viens de le dire, il faut continuer les efforts de conclusion des accords locaux. Il y en a eu 3 à Koro en janvier, il y en a un à Pankas en février. Dieu merci l'a dit, effectivement, depuis la conclusion de ces accords, la paix est revenue à Koro. On doit s'inspirer de l'exemple de Djéné, Campo l'a dit. Djéné, aujourd'hui même un peu Massina à Ségou, ça va depuis la visite du Premier ministre à l'époque Boubou Sissé avec les accords. On doit s'inspirer de ça. Donc, parallèlement à ces accords locaux, moi, ma solution pour la sécurisation et la stabilisation et le retour à la normale dans la région de Mopti, c'est les forces de défense et de sécurité qui doivent s'engager pour occuper le terrain, traquer les groupes armés terroristes et maintenant contrôler les frontières. Qui doit les forces de défense et de sécurité. Mais qui doit alors? Il y a un commandant chef des forces armées? Non, pas le commandant. Il y a un commandant, le président de la République, le président de la transition, c'est lui le commandant en chef des forces armées de sécurité. Il y a le ministre de la Défense, il y a le vice-président qui est chargé de la sécurité, il y a le chef d'état-major. Deuxième solution, c'est l'équipement et la pleine motivation et l'engagement des forces armées de sécurité et surtout le retour de la discipline en leur sein. Ce qui nécessite l'amélioration ou le changement même de la gouvernance au niveau des forces armées de sécurité. Enfin, il faut revenir maintenant
les populations déplacées, je vais vous donner les statistiques, les villages, les populations qui sont déplacées de leur terroir. Il faut les faire revenir. Malheureusement, on n'a pas assez de temps. Le temps est déjà fini. Merci à nos invités. Ainsi se referme ce débat en direct de Mopti. Le thème débattu est la résolution du conflit communautaire à Mopti. Les acteurs sont-ils suffisamment impliqués? Nos invités, Karanta Jawara, Kantara Jawara, directeur de cabinet du gouverneur de la région de Mopti, Ali Campo, spécialiste de questions sécuritaires, membre de l'équipe d'appui à la réconciliation nationale, Hamsala Bokoum, coordinateur régional de Tapital Poulakou, Anaïssa Dara, président de l'antenne de Sévaré de Djinadogo, à la présentation Imirana Kilou Amaïga, à la mise en onde et régie à vidéo Mamadi Keita et Moumine Sendebou. Ce débat a été coordonné par Mohamedou Touré. À demain pour un autre numéro du Grand Dialogue. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.